Et maintenant, parlons chiffres, parce que je sais que c'est ce que les investisseurs ils aiment. Ta première villa, elle te rapporte combien par mois? Brut, c'est entre 8 et 10 000 dollars par mois. C'est impossible de faire cette rentabilité partout ailleurs. Je ne vais peut-être pas me prononcer en disant partout ailleurs sur la planète, mais en tout cas, de tout ce que j'ai vu, c'est l'endroit le plus rentable que j'ai constaté, quoi. Un des, voire le meilleur investissement de ma vie, en tout cas le premier. Est-ce qu'on peut dépasser ce taux de 15% net? Je connais des gens qui font beaucoup mieux, forcément, parce qu'ils sont partis sur des biens d'exception. Une fois de plus, hein, on parlait des villas de luxe. Salut Thibaut! Salut Laurent, ça va toi? Ouais. Tout va bien? Ouais. Alors, vidéo YouTube, t'es prêt ou pas? Ouais, allez, on y va, je te suis. Pas trop stressé? On veut les vraies attitudes, hein? Les vrais chiffres et les vraies attitudes. Toujours, t'inquiète pas. Allez, ça marche, on y va. Bonjour tout le monde, interview très spéciale parce qu'on a un investisseur aujourd'hui, écoutez-moi bien, qui a investi dans une quinzaine de villas. On parle aujourd'hui d'achat-revente, on parle de location, on parle d'investissement dans le luxe. Il est suisse et vous allez voir, son histoire est très intéressante. Bienvenue Thibaut. Merci, salut Laurent. Ça se passe comme d'habitude avec Million Partners. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à souscrire, à laisser des messages, etc. Ça nous fait toujours plaisir et c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement à l'audience? Comment tu es passé de la Suisse à Bali? Moi en fait je suis dans la finance, je suis expert comptable en Suisse en effet. Alors ça se voit pas trop dans le look, hein. Ouais. mais c'est quand même ça. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'audit, dans la fiscalité, voilà. Et puis j'avais une fiduciaire en Suisse, cabinet comptable. En 2020, pendant le Covid, on s'est contacté, hein. J'ai eu une envie d'investir un peu différemment et c'est vrai que j'étais déjà venu plusieurs fois à Bali. J'ai toujours adoré Bali, j'ai tombé un petit peu amoureux de cette île. À un moment donné, je me suis dit bon, si je veux investir quelque part dans la planète, sans vraiment me mettre de frontières, quel serait l'endroit, un des endroits où je pourrais allier la vie comme je la veux avec une grosse rentabilité. Donc je me suis pas mis de frontières, j'ai pris la carte et puis Bali est sorti clairement en première position. Et ensuite on a, si on veut, un peu plus que Bali, focalisé sur des régions de Bali. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur Canggu, toute la région de Canggu, on va dire. Et voilà, on s'est contacté et toute la suite a pris, quoi. On va quand même rappeler à la communauté, donc tu as une histoire un peu spéciale parce que tu m'as contacté durant le Covid. Donc c'est une période très dure à ce moment-là pour Bali. Et tu as fait quelque chose qui paraît parfois invraisemblable, c'est que tu as investi à distance. Exact. Et tu as dû en fait faire confiance à des gens pour t'entourer, pour mener à bien ton projet. Donc la question maintenant, c'est de savoir en fait, est-ce que tu as eu peur d'investir déjà à distance? Bien sûr. Oui, forcément en fait. Mais grâce aussi à la relation qu'on a développée, et, au bon conseil et au suivi des gens à qui j'ai appris à faire confiance, ça a beaucoup aidé. Mais clairement, investir à distance, c'est très anxiogène. Il y a eu plein de moments où je me suis posé la question, oui, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que c'est pas un petit peu fou, quoi? Et même dans l'entourage, les gens me disaient, mais comment tu peux faire ça sans être sur place? Et le but était clairement de venir. Maintenant, avec le Covid, il y a eu plusieurs voyages qui ont été annulés, même au dernier moment. Mais au final, c'était un petit peu, un peu stressant, mais tout s'est finalement bien passé. Puis c'est, je pense, un des, voire le meilleur investissement de ma vie, en tout cas le premier. Donc, Alors, tu as investi dans quoi exactement? Alors, au tout début, dans une villa, tout simplement. Dans une villa qu'on a finalement achetée pour faire de la rentabilité. Donc cette villa, c'est la Villa La Luna. Elle est placée près du Fins Beach Club. Et puis le but, c'était justement d'avoir une villa avec de la rentabilité qu'on peut louer toutes les nuits sur Airbnb, quoi. Donc c'est une villa on a fait de 3 chambres. Exactement, qui est située à pied de la plage. Donc il faut quand même le préciser.
Aujourd'hui, je ne sais pas si tu m'avais appelé aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu te donner une villa de 3 chambres à pied de la plage? Ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, tu as été récompensé par le fait d'investir en fait à ce moment-là. Quel est le résultat que tu as obtenu pour cette villa-là? Très bon. Très bon. En termes de design, en termes de Oui. maison, oui, alors forcément, comme dans toute construction, il y a eu 2-3 allers-retours, hein, mais non, le rendu il est extraordinaire. Moi, je suis super content, quoi. Et quel est le taux d'occupation alors que tu as? Oula, on est. Alors en Suisse, je vais dire un mot, je ne sais pas pour la communauté française, on dit dans les 90, 90. À peu près, voire même des mois un peu plus. On est, comme tu le sais, hein, à Berhawa, justement, à Chengu, tout près de la plage. Donc oui, c'est quasiment pris toutes les nuits, quoi. Tu es satisfait, donc tu investis bien. La valeur de ta villa, forcément, elle a augmenté parce qu'elle est mieux louée. Exact. Elle est bien placée aussi. Donc, suite à ça, tu te dis, bon, c'est un investissement, il y a un premier investissement qui est fait. Et qu'est-ce que tu fais juste après? En fait, des amis d'enfance et investisseurs qui m'approchent et qui me disent c'est super ce que tu as fait, est-ce qu'on ferait pas ce genre de choses aussi ensemble? Et de nouveau, grâce à toi, on a investi dans une promotion immobilière et qui s'est vendue en 3-4 mois, je pense. Et voilà. Alors, ce n'est pas toutes les promotions immobilières qui se vendent aussi rapidement. Il faut quand même être réaliste au jour d'aujourd'hui. Mais disons que le deuxième produit, en fait, le deuxième produit qu'on a sorti, et ça s'est vendu vraiment très rapidement. On a été très contents des résultats. Et donc, ça ne s'est pas terminé là-bas. Donc, tu as fait de l'achat-revente cette fois. Exact. D'accord. Sur lequel, en fait, tu as développé en fait, quelque chose de plus large. Donc, on parle d'appartements, de villas, de boutiques. Et qu'est-ce qu'il en est advenu de ce projet? Eh bien, il est là, il est très bien placé. Donc nous on a gardé aussi un bien, un appartement, plus en effet une boutique dans le projet. Tout se passe très très bien, je sais pas. Non mais c'est bon. Et ça ne s'arrête pas là l'histoire, parce que tu aurais pu te dire, bon, c'est terminé, j'ai déjà investi dans pas mal de choses. Qu'est-ce que tu fais encore une fois, juste après? Eh bien on continue. Investissement plutôt dans une villa de luxe dans les hauteurs de Chengu, avec peut-être une autre idée, pas forcément dans la revente, mais plutôt dans la location longue durée, un petit peu comme le premier projet, mais dans une villa beaucoup plus grande, beaucoup plus luxueuse. Et ensuite un projet de nouveau de promotion immobilière, également dans la même région, dans les hauteurs de Chengu. Donc tu continues encore. Ouais. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que malgré tous ces projets, tu continues encore aujourd'hui d'investir à Bali. Donc il y a d'autres projets qui se développent. Dans quelle région exactement? Alors à Humalas. D'accord. Pourquoi Humalas d'ailleurs? Pour moi, si tu veux investir dans la région de Chengu aujourd'hui, Chengu, Berhawa, Pererenan devient quasiment impayable. Et en plus, si ton intérêt c'est d'y habiter ou d'être là souvent, c'est vrai que c'est une zone extrêmement touristique. Et moi, je pense que c'est quand même plus sympa d'être à peine en dehors. Donc en fait, Humalas, c'est vraiment juste à côté de Chengu, entre Chengu et Seminyak en fait. Et c'est un lieu de passage et on est à quelques minutes de tout ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, plus proche de l'aéroport aussi. Et finalement, les prix des terrains sont quasiment divisés par deux. Donc pour moi, c'est clairement l'endroit où il faut aller aujourd'hui pour tout investisseur. Je dirais Humalas ou Babakan sont deux régions où il faudrait aller maintenant parce que c'est vrai qu'on est dans une phase où on monte vraiment dans ces régions-là, alors que Chengu est peut-être a déjà atteint son pic, on va dire. Pour toi aujourd'hui, quelles sont les régions qui sont les plus prometteuses à Bali pour l'investissement? Bon, c'est toujours le fameux triangle d'or, hein. Alors Chengu bien sûr, Ubud, qui reste Ubud, merci Julia Roberts aussi, et Uluwatu.
Uluwatu, qui est sur la péninsule de Bukit, un petit peu plus loin, qui s'est développé plus tardivement que les deux autres, mais qui est en train de faire assez fort en ce moment. Les prix ont beaucoup augmenté, je pense que tu l'as vu au fur et à mesure de tes investissements. Est-ce que ça devient de plus en plus complexe pour toi de choisir tes projets et d'investir? Plus complexe, ouais, je dirais quand même oui, parce que c'est vrai qu'en apprenant, en étant, plus on sait, plus on se pose de questions en fait, j'ai envie de dire, et plus on veut être précis et dans le choix, et dans les process, et dans les structures, donc oui, on analyse plus, on réfléchit plus, on a plus de connaissances, donc forcément, c'est un petit peu plus complexe maintenant. Et on réagit plus vite, parce que… Clairement. Clairement. Donc maintenant, je sais, parce qu'on travaille parfois ensemble, donc tu es amené à prendre des décisions très rapidement parce que tu connais un peu mieux le secteur, on va dire. C'est un marché extrêmement dynamique, chose que je ne me rendais pas forcément compte au début. Les bonnes opportunités, déjà, il n'y en a pas tous les jours non plus. Alors des bonnes, oui, parce que c'est quand même Bali, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bonnes opportunités. Mais on va dire des excellentes opportunités, il n'y en a pas tous les jours. Et les excellentes opportunités, en quelques jours, elles peuvent vous passer sous le nez parce que, oui, on n'est pas tout seul sur le marché, donc forcément, il faut réagir vite. Et c'est en effet, si on veut, la clé de l'investissement à Bali, c'est de pouvoir prendre des décisions très rapides. Alors toujours en ayant bien analysé, mais la prise de décision doit être extrêmement rapide. Quoi. Et comment tu fais d'ailleurs pour prendre ces décisions? Alors, je mets beaucoup d'Excel. Oui, effectivement, oui. L'expert comptable, on le reconnaît ici. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est un peu les chiffres qui drivent les projets. Donc la rentabilité est quand même l'objectif premier. De retour sur investissement plus que la rentabilité, on va dire. Et très rapidement, sur la base d'estimation, forcément, parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les plans, mais très rapidement, monter un business plan et se poser la question, oui, est-ce que ça vaut la peine ou pas, est-ce qu'on a les investisseurs, voilà, c'est tout un microcosme à réfléchir très rapidement et en 1 ou 2 jours. Faut y aller. Faut se lancer, faut y aller. Faut y aller ou pas, tout dépend de ce que dit le business plan. Mais… Ouais. Et d'ailleurs, alors, quand tu dis faut y aller, c'est bien, mais est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, bon, ok, il y a l'opportunité qui est en face, on va y aller. Est-ce qu'au final, c'est facile quand tu continues la procédure pour avoir en fait, ces terrains, ces projets, etc. C'est assez compliqué de te répondre parce que c'est difficile si on veut, mais avec l'expérience, les choses se facilitent et avec les connaissances et les conseils des gens, ça peut quand même être relativement facile. Par rapport à des marchés européens qu'on connaît où il y a une administration un peu plus compliquée pour l'acquisition de biens, alors ici aussi, notaire bien sûr, et voilà. Mais après, derrière, pour la construction, eh bien, c'est très facilité ici en termes de, qu'est-ce qu'il faut dire, d'urbanisme. En Europe, c'est vrai que pour se lancer dans une promotion immobilière, en tout cas en Suisse, il y a 2 ans quasiment de questionnement, de permis de construire, enfin voilà. Et alors qu'ici, les choses sont quand même beaucoup plus simples à ce niveau-là, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est loi et ce qui est aussi fiscalité et ce genre d'éléments, eh bien ça nécessite un petit peu de connaissances ou de bons conseils pour pas se planter, quoi. Tu es suisse, vous êtes connu pour être très exigeant sur les chiffres surtout. Est-ce que tu te sens sécurisé lorsque tu investis à Bali? Parce que tu investis parfois aussi avec des partenaires. Voilà. Oui. Comment Bali est vu d'un point de vue sécurité? Non mais alors, clairement, c'est pas la Suisse, forcément. Par contre, moi je me sens très sécure ici, surtout
En fait, on fait tout aussi via notaire, selon acte notarié. C'est cadré, c'est réglé, c'est pas le western. Donc oui, l'investissement est sûr. Après, forcément, on est sur des marchés extrêmement rentables. Il y a une part un petit peu, si on veut, un peu plus risquée que sur des marchés européens. Et encore, je ne suis même pas sûr que c'est vrai parce que si on parle de cet aspect administratif, oui, mais après investir aujourd'hui, peut-être en 2024, dans des marchés où justement on est plutôt dans une bulle, pour moi il y a presque plus de risques que d'investir dans un marché en pleine émergence. Où voilà, on est quasiment sûr d'avoir que notre bien va prendre la valeur, alors que sur un marché européen, on serait plutôt à l'inverse. Donc finalement, est-ce que c'est plus risqué d'investir à Bali qu'en Europe? J'ai envie de te répondre non. Voilà. T'as pas peur de la concurrence? Il y a de plus en plus, ces dernières années, il y a eu beaucoup de villas qui se sont faites à Bali. Beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce qu'il y aura c'est une bulle immobilière, est-ce que ça va s'arrêter d'un seul coup, etc. Comment tu vois les choses, toi? En fait, on le voit aussi comme ça évolue, région par région. Quand il y a beaucoup de choses qui arrivent sur une région, après, ça bouge un petit peu. C'est pour ça que je t'expliquais avant, tu connais très bien, mais que la région de Canggu même, en effet, là, il commence à y avoir quand même énormément de biens. C'est pour ça qu'aller à peine au-dessus, c'est pas au-dessus, c'est collé sur Babakan ou entre Seminyak et Canggu à Oumanas, ça semble être aujourd'hui la très bonne opportunité parce que là, la concurrence, elle n'est pas encore, elle est pas encore là. Elle est déjà là, mais elle est moins présente, on va dire. Donc forcément, il faut arriver à se positionner aux bons endroits et ou se démarquer par le lieu ou l'exception du bien, quoi. Donc c'est très important de ne pas faire comme tout le monde. Vers quel type de villa il faut investir aujourd'hui, à ton avis, pour pouvoir être rentable? C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur les villas de petite taille. Les 1, 2, 3 chambres, on va dire, sont des biens qui sont très présents. Aujourd'hui, alors il y a des règles, on ne peut pas non plus faire des hôtels à chaque fois, mais des biens d'une certaine taille, jusqu'à on va dire 6 chambres par exemple, luxueuses, sont pour moi l'avenir d'un investisseur pour la rentabilité. Essentiellement dû à la concurrence et aussi à l'exception du bien. S'il faut faire rêver les gens voilà, avec des biens d'exception. C'est pour ça que je suis parti en effet sur une villa beaucoup plus grande, beaucoup plus luxueuse. Parce que je pense que le marché, il est là, quoi. À partir de quel budget tu penses qu'on peut investir dans des villas luxueuses? 800 000 $, 1 million $. Ça semble être vraiment le ticket d'entrée. Après, forcément, 1,5 million, 2 millions, voilà, jusqu'à 3 millions. Et 3 millions, c'est peut-être un peu beaucoup, mais entre 1 et 2 millions. Mais comme c'est un marché coup de cœur, on va dire, ça peut varier relativement vite. En fonction de la taille de la villa, en fonction de l'espace, voilà. Mais une villa luxueuse à Bali aujourd'hui, je dirais que c'est minimum 1 million, quoi. Et est-ce que ça se loue? Est-ce qu'il y a des résultats sur ces villas-là? Alors, bon. D'après ton expérience. Alors, justement, elle n'est pas encore finie, la villa. Du coup, de ma propre expérience, ça, je n'arrive pas encore à te répondre tout de suite, mais par rapport à l'analyse de marché, oui, c'est clairement les biens qui se louent le mieux, en fait, qui ont 6 mois de location d'avance, où les gens sont sereins, il n'y a jamais besoin de casser les prix, de faire des rabais. Enfin, voilà, c'est des biens qui s'arrachent, en fait. Parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Par rapport à la demande, c'est tout simplement l'offre qui manque. Donc,
Alors, petite parenthèse sur les villas de luxe, en fait, à Bali, enfin, on dit luxe, c'est plus pour dire des villas haut de gamme qui ont tous les services qui viennent avec. En fait, il faut bien séparer le Bali avant 2019 et le Bali après 2019. Après 2019, on a vu en fait toute cette vague bon, on va dire, les Russes sont arrivés. On a ces mouvements de famille, donc ces gens qui revendent tout et qui arrivent sur Bali et qui veulent vivre vraiment dans des espaces confortables. Donc, il faut savoir par exemple qu'une famille, on va dire, qui a des biens, alors moi je prends le cas de Paris ou en Suisse, en fait leur budget lorsqu'ils revendent leur villa ou leurs entreprises et qu'ils arrivent à Bali, il est beaucoup plus élevé. Et du coup, ça permet en fait d'avoir ces villas en fait de luxe qui au final est la demande de 2024. Et aussi d'un point de vue touristique maintenant, donc c'est très différent et c'est ce qu'on remarque, ça paraît un peu contre-intuitif, mais les gens se déplacent en groupe. Donc ils aiment bien venir avec des amis, ils aiment bien louer des chambres qu'ils se partagent et ça représente vraiment l'idée de Bali, de venir en groupe, de profiter. Et c'est pour ça en fait que ces villas, on va dire de plus grande taille, avec de plus grands espaces, avec si possible des vues de luxe, en fait se développent mieux. En tout cas, c'est ce qu'on voit actuellement. Tu le constates aussi ou pas? Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est très juste de ce que tu dis, des gens qui viennent et qui, on va pas dire qu'ils lâchent tout, mais un petit peu, qui vendent leurs biens et qui viennent à Bali, comme tu l'as dit, passablement de gens de Russie, pardon. Et fondamentalement, ces gens-là, en effet, ils ont des fonds parce qu'ils ont lâché ce qu'ils avaient. C'est pas un investissement en plus, on va dire, on change de vie. Donc ces gens-là, en effet, ils cherchent deux choses. La première, c'est du résidentiel aussi pour eux. Et potentiellement un bien investissement un peu plus dans du luxe. Voilà. Mais le résidentiel est aussi à ne pas négliger, quoi. Parce que c'est vrai que cet exode fait que les gens veulent venir s'installer et ne veulent pas forcément voilà, le Bali touristique. Enfin, on est là pour vivre, quoi. Donc, il y a une importance à donner à l'aspect résidentiel aussi, quoi. Et maintenant, parlons chiffres, parce que je sais que c'est ce que les investisseurs ils aiment. Ta première villa, elle te rapporte combien par mois? C'est indiscret un peu, toi. Alors, brut. Brut. Enfin, si tu peux nous donner le net aussi, au moins c'est intéressant. Bon, alors ça dépend des mois, forcément, parce qu'il y a une saisonnalité. Il y a des mois plus forts que d'autres. Mais celle-là, alors d'une manière brute, c'est entre 8 et 10 000 $ par mois, brut. Ensuite, forcément, il y a… en fait, tout est managé à distance, via un manager. Il y a aussi tout le marketing qui est fait. Forcément, il y a du staff et toutes les autres charges, que ce soit assurance, électricité, l'eau, enfin voilà. Et ensuite les impôts. Et aussi les sous-traitants. Bon, ça c'est encore autre chose parce que non, ça n'a rien à voir, c'est pour la société. Donc en fait, il faut compter peut-être un peu plus de 50% de marge, pardon. Donc entre le brut et le net. Exactement. Donc on va dire entre 4 et 5 000 $ net qui restent à la fin, quoi. C'est ça. Et est-ce que c'est toujours rentable quand tu fais le calcul? Parce que ça paraît énorme quand même de se dire on investit en brut. On gagne à peu près entre 8 et 10 000 et à la fin, il te reste, après management et absolument tout, il te reste 4 à 5 000 $. Mais est-ce que ça reste toujours rentable d'investir à Bali? Oui, bien sûr, parce que ça, c'est la façon dont moi je le fais, d'une manière location à la nuitée. Donc forcément, il y a beaucoup de charges qui viennent là-dessus. Mais c'est ce qui permet en fait d'être sur un marché complètement différent. Si on louait au mois, on ferait beaucoup moins brut, mais on aurait beaucoup moins de charges derrière. Donc voilà, mais pour répondre à ta question, clairement,
c'est impossible de faire cette rentabilité partout ailleurs. Alors, je vais peut-être pas me prononcer en disant partout ailleurs sur la planète, mais en tout cas, de tout ce que j'ai vu, c'est l'endroit le plus rentable que j'ai constaté. En combien de temps tu vas la rembourser cette villa, tu penses? 4 ans. Voilà. T'en es satisfait alors? Bah, clairement. Ok, est-ce que maintenant tu comptes la revendre? Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'il y a toujours une stratégie qui dit je loue une partie de l'année et ensuite je revends. Ou il y a l'autre stratégie qui dit je construis, je revends. Ou il y a une autre stratégie qui dit je fais que louer. Et en fait, ça me rapporte des revenus tous les mois. Tu préfères quoi, toi? Il faut bien connaître le marché et pas rater les opportunités. C'est surtout ça. Il n'y a pas de règle et de dire ben, la stratégie, la bonne, c'est celle-là. Moi, j'aurais tendance à dire que la plupart du temps, la stratégie qui semble convenir est un peu hybride. Donc, la location sur quelques années, en effet, peut-être 4-5 ans, rentabiliser la villa. La plupart des biens, bon alors là c'est exceptionnel parce que c'est vrai que l'investissement a été fait pendant le Covid, à des prix différents que les prix d'aujourd'hui, donc c'est peut-être pas tous les biens qui auront cette rentabilité. Mais finalement, le fait d'exploiter le bien pendant 4-5 ans, voire 6 ans, et de revendre derrière semble être souvent quand même une assez bonne solution. Il faut savoir qu'en effet, comme on est la plupart du temps sur des leases, trentaine, quarantaine d'années, ça dépend, cette stratégie de revente, elle doit se faire quand même finalement dans les 10 premières années pour pouvoir donner aux futurs acquéreurs au moins 20 ans de lease. Parce que sinon, en effet, la villa perd de la valeur, je pense. En tout cas, dès qu'elle passe en dessous des 20 ans de lease restantes, la villa perd de la valeur. Donc la stratégie serait de la vendre avant ce moment-là, en tout cas. Ne pas dépasser ce moment-là. Donc tu la vends ou pas, ta villa? Ça dépend, tu veux. Si j'ai un prix qui me convient, je la vendrai. Maintenant, je t'ai expliqué la rentabilité aussi. C'est vrai que je ne suis pas du tout pressé de la vendre. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas la brader. Je n'ai aucune raison de le faire. Mais si on me fait une proposition que je ne peux pas refuser, forcément, on va y aller. Dans les investissements, c'est important de rationaliser les choses et de prendre un pas de recul, d'être peut-être pas trop dans l'émotion. C'est vrai que c'est une villa, c'est la première, et donc il y a aussi un côté un peu plus émotif, on va dire. Mais d'une manière rationnelle, si on met le prix, forcément, je vais la vendre. D'ailleurs, on mettra le lien de la Villa La Luna, donc tous ceux qui sont intéressés pour aller voir en fait cette villa, n'hésitez pas. Autre chose que je voulais savoir sur la location maintenant à la nuitée, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles tendances? Est-ce que tu as des calendriers aujourd'hui sur Airbnb qui sont à 2 mois, enfin tu as du remplissage sur 2 mois, 1 mois à l'avance, 6 mois à l'avance? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une villa qui est louée maintenant. Alors, je crois que la première date de libre, c'est le 15 avril, quelque chose comme ça. D'accord, donc tu as 3 mois de booking déjà de fait. Aujourd'hui, ah oui, c'est vrai que oui, c'est ça. Ouais. On a, je pense, 3 mois. Après, en plus, il y a peut-être une semaine de libre ou 2 semaines de libre, et après c'est de nouveau déjà 50-60% booké. Après, c'est un petit peu moins. Donc, mais en effet, on a 3 mois de booking tous les jours, 100% prix au jour d'aujourd'hui, ça je peux te le dire, oui. Ouais, d'accord. Et sur les nouveaux investissements, donc ça on va dire que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est investissement durant le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui sur tes nouveaux investissements, tu dirais la même chose? Combien d'années il te faut d'après toi pour rembourser une villa aujourd'hui? Je parle bien en 2024. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un marché, on va dire un peu plus normal, parce que ça c'était vraiment exceptionnel. On est plutôt sur 6-7 ans pour un bien. Ça c'est un très bon investissement. Ce qui veut dire qu'on est entre 12 et 15% de rentabilité annuelle. Là on est vraiment net. Net, bien sûr. Net, photo, net. Ouais.
Après, forcément, même si sur un investissement à 10%, ben voilà, ça reste un excellent investissement, quoi. Donc voilà, mais 6-7 ans, ça semble être un petit peu la ligne à partir de laquelle on ne se pose pas trop de questions, puis on y va, quoi. Et est-ce qu'on peut dépasser ce taux de 15% net à Bali, tu penses? C'est un peu compliqué. On pouvait. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même... Il y a une réalité, on ne va pas mentir. Je pense que ce 15%, c'est un peu la limite aujourd'hui pour un investissement. Moi, j'aurais pas envie de dire c'est plus de 15%. Non, je pense pas. Après, je connais des gens qui font beaucoup mieux, forcément, parce qu'ils sont partis sur des biens d'exception. Une fois de plus, hein, on parlait des villas de luxe. Et oui, en fait, je pense que c'est le seul marché aujourd'hui qui fait plus de 15%, c'est le luxe. Voilà, ça c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'entends, c'est ça. D'accord. Et dans le futur, donc comment comptes-tu investir? Je ne suis pas pressé, il n'y a pas de rush. Le but, c'est de toujours bien analyser, de bien faire les choses et d'investir sur les opportunités quand elles sont là. Mais oui, il n'y a pas de stratégie pure de dire dans un calendrier, je vais investir tant à tel moment et voilà. C'est plus sur des régions, sur des types de biens, sur, comme j'ai expliqué, hein, un peu plus dans des promotions, un peu plus dans des éléments plus luxueux. Et peut-être voilà, se poser la question de voir l'évolution du marché en termes de localisation. Et plutôt ça que sur un calendrier défini. Qu'est-ce que tu conseilleras à un nouvel investisseur qui veut venir à Bali aujourd'hui? Est-ce qu'il peut arriver et tu penses investir par lui-même ou il faut qu'il se fasse accompagner? Tu peux répondre honnêtement. Se faire accompagner, c'est essentiel. Parce qu'il ne connaît rien, hein, c'est ça la question. Il connaît rien. Il est nouvel arrivant, première fois qu'il vient ici, il veut une bonne rentabilité. Voilà. Quelle est la meilleure méthode pour toi qui a du sens? Prendre conseil auprès des gens qui connaissent. En fait, le fait d'être bien conseillé, forcément, ça peut coûter un petit peu, mais ça évite tous les pièges. Après, c'est relativement facile et ouvert de trouver des gens qui peuvent conseiller. Tu fais partie de ces personnes. Donc, moi, j'ai fait ça. Hein. Au début, on ne connaît rien et il faut bien... à un moment donné que les gens t'expliquent comment ça marche. Donc, alors oui, il y a eu beaucoup d'analyses, aussi des lois et de comprendre la chose, mais même là, qu'est-ce qu'il faut lire, il faut bien que quelqu'un nous donne quelques pistes pour y aller. Donc, personnellement, investir tout seul sans conseil, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Il faut se faire conseiller. Et aujourd'hui, tu prendrais conseil auprès de personnes ou tu investirais tout seul? Alors, même aujourd'hui, je continue à prendre conseil parce que forcément, on peut avoir des bonnes idées, mais plusieurs cerveaux, ça aide toujours quand même à prendre les meilleures décisions, quoi. Moi, en fait, j'ai de toute façon jamais investi tout seul. C'est que des partenariats parce que ça c'est plutôt moi. Hein. Je pars du principe qu'en effet, tout seul, la décision, elle peut être, elle peut être dans l'émotion pour certaines choses. Elle peut. C'est vrai ça en plus. Ouais. Voilà, et derrière, s'il y a un petit peu l'ange, le petit démon d'un côté, de l'autre, on a des discussions, puis il y a beaucoup de choses positives qui sortent de discussions avec des partenaires. Et c'est, je pense, très important d'avoir ces discussions, de bien analyser, et même en fait pour soi-même, quand on explique les choses, quand on a besoin de donner du rendu en fait à des gens pour pouvoir expliquer pourquoi c'est bien de faire ça, pourquoi, ça oblige à faire des analyses un peu plus poussées, à aller plus loin, peut-être que quelque chose que subconsciemment on va dire, l'être humain ne le ferait pas en se disant allez je suis sûr de moi, j'y vais, tandis que là
je dois convaincre des gens, par exemple, que c'est ça qu'il faut faire. Donc derrière, je vais forcément pousser l'analyse un peu plus loin, ce qui permet en effet d'être vraiment un peu plus sûr du coup, quoi. Il y a beaucoup de pièges à Bali, tu penses? Il y en a. Oui, bien sûr, il y en a. Il faut faire très attention sur certains aspects. En fait, il faut comprendre et connaître et s'imprégner de la culture locale. Investir à Bali, c'est très bien, c'est très beau, c'est le rêve de beaucoup de personnes, je pense, mais il est très important de comprendre comment ça fonctionne et du fait que ce soit très différent de chez nous. Par exemple, je donne un tout petit exemple, les chemins d'accès. Les chemins d'accès, c'est pas parce que sur le registre foncier c'est marqué quelque chose qu'à la fin ça va se passer comme ça. Il y a plusieurs lois aussi, il y a les lois et il y a toute la loi religieuse de l'autre côté qui même prévaut souvent sur la loi. Et en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là qui sont relativement difficiles à comprendre pour un Européen. Alors que, en fait, ici, ça semble être très normal, mais si tu t'imprègnes pas de cette culture, tout fonctionne très bien à la fin, mais il faut juste comprendre comment ça marche, quoi. Les pièges, ils sont surtout là. Ils sont sur le manque de connaissances des investisseurs qui pensent que ça va se passer comme chez eux, alors qu'en fait, il est très important de comprendre comment ça se passe ici pour éviter tous ces pièges-là. D'où l'importance d'être bien avec ses voisins ici. D'où l'importance d'être. Oui, alors là. Mais pas que les voisins, le chef du village, Exactement. tout ce que ça implique. Hein. Exactement. Donc c'est assez. Non, c'est une partie qui est très importante à Bali. Vraiment, comme Thibault l'a dit, la culture. Comprendre la culture, comprendre les locaux. Se mettre au même niveau qu'eux aussi, ne pas dire on vient d'Europe. Donc parfois on n'a pas l'impression qu'on se met plus haut qu'eux, mais eux, ils peuvent l'interpréter comme si vous vouliez en fait récupérer leur terre. Et ça, il faut faire très 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 attention à ça. Donc voilà, les Balinais, ce sont nos amis. Donc s'il y a par exemple, et moi je le dis souvent, parfois ils peuvent arriver devant chez vous, vous demander de participer à une cérémonie locale ou je sais pas, peut-être il peut y avoir un mariage dans leur famille. Eh bien, il faut y aller. Quand vous êtes invité, il faut y aller. Ça fait partie aussi du business, de la culture, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend Bali très beau au final. Hein. Donc, ça fait partie du truc. Mais clairement, et c'est plus qu'il faut. Enfin, alors déjà, il faut, mais c'est une expérience. On est là pour ça aussi. Et puis, comme tu dis, il faut respecter tout le monde. Le respect, c'est très, très, très important. Alors après, ça c'est du savoir-vivre d'une manière générale, mais moi je pars du principe que tout le monde est important et voilà, et fait du bien aux gens et on te le rendra dans l'autre sens. Donc finalement, Bali est très axé là-dessus. Tout le monde est plutôt, on va dire, gentils les uns avec les autres, quelle que soit la classe sociale des gens. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre et ne pas, comme tu dis, se placer plus haut, arriver dans une caractéristique d'investisseur. Enfin voilà, on vient. Pas oublier non plus en effet, on vient chez eux. Alors oui, il y a une partie business, mais oui, il y a une partie respect clairement à avoir. Et moi, je pense que c'est très très important de respecter Bali et les Balinais. Changeons un peu de sujet. Que penses-tu de l'importance du marketing aujourd'hui sur les réseaux? Pour faire la promotion, bien sûr, de Villa. Ouais. Alors, c'est vrai que à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un très réseau. Force est de constater que voilà, je me mets à la page, je suis obligé de me mettre à la page parce que clairement, tout passe par là aujourd'hui. Il y a des
oui, il y a clairement, et je pense qu'on peut le voir dans n'importe quelle statistique, que le marketing fait, alors je ne sais pas, je n'ai aucune idée des chiffres, mais en effet, fait une bonne partie du boulot, quoi. Derrière, il faut que le produit soit forcément un bon produit, mais un bon produit sans marketing, ça ne sert pas à grand-chose. Un produit pourri avec un gros marketing dessus, si ça se trouve, même ça marchera mieux qu'un bon produit sans marketing. Et après, un bon produit avec un bon marketing, ben voilà, c'est ça qu'il faut viser, à mon avis. Quel est le budget minimum, tu penses, pour pouvoir investir aujourd'hui à Bali et être rentable? Bah, finalement, il n'est pas si énorme que ça. Parce que tout dépend des régions, on peut quand même avec un budget de 250 300 000 dollars avoir quelque chose déjà d'intéressant. Après, c'est vrai que la région ici, les prix sont un peu plus chers, hein, on est au bord de la mer, forcément, c'est très touristique, voilà. La rentabilité est quasiment identique. Par contre, allez, 250 000 dollars. 250 000 dollars, budget minimum, Ouais. Et ça peut aller jusqu'à combien? Alors, on en parlait avant, jusqu'à 2 millions, je pense. Ouais, et c'est toujours intéressant. Clairement. Ok. Et c'est sûrement même plus intéressant. Sûrement même plus intéressant parce que, comme on disait avant, en effet, les petits budgets, hein, qu'on s'entende, c'est quand même de l'argent. Eh bien, on a un marché extrêmement concurrentiel maintenant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de biens de ce type-là, quoi. Donc oui, les gros investissements seront certainement l'avenir le plus rentable à Bali, je pense. Thibaut, merci pour tout. Merci d'être venu sur la chaîne. On va peut-être faire une autre interview dans 1 an ou 2 ans de toi. On va voir en fait comment tu as évolué pendant tout ce temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas en fait à nous suivre. Ça nous permet en fait de faire venir de meilleurs intervenants et aussi de souscrire à la chaîne, de laisser un like. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!